11 avril 2011, 11 avril 2025, 14 ans après l'arrestation de Laurent Gbagbo suite au conflit post-électoral de 2010 et 2011, l'ex-président est-il prêt à faire face aux défis électoraux dans la perspective d'octobre 2025? Autre interrogation que nous soulevons dans le cadre de ce numéro de l'Intelligent Club, les Ivoiriens ont-ils tiré des leçons de l'épisode du 11 avril 2011? Mais tout d'abord, nous reviendrons sur les faits croisés tirés sur la commission électorale indépendante de la part de toute l'opposition, sans omettre la réaction de l'actuel chef de gouvernement Begré Mombé, indexé par Laurent Gbagbo. Soro Djabiga, Jean-Richard Nguessan, dans quelques instants, on ouvre les discussions juste après le jingle. Soro Djabiga, lors de la fête de la Renaissance ce samedi 12 avril, on a tous entendu l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo en meeting à Dabou qui a rappelé à son auditoire, à ses militants, comment est-ce qu'il s'est débarrassé de l'actuel chef de gouvernement en son temps, alors que ce dernier était président de la commission électorale indépendante de Robert Begré Mombé. Selon lui, ce dernier avait tenté de frauder en inscrivant de façon illicite 400 000 électeurs sur la liste électorale provisoire avant même le premier recensement en vue donc du scrutin de 2010. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration alors que juste après les déclarations du président Gbagbo, on a entendu également Begré Mombé qui en réponse estime prier pour celui qui l'accuse. Il estime qu'il n'a pas à lui répondre et que ce dernier ne saurait pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit plutôt. Quel commentaire sur ces différentes déclarations? Vous savez, cette déclaration n'est pas anodine. En le faisant, Laurent Gbagbo veut remettre encore, comme il le fait tout le temps, la crédibilité, il veut remettre en cause la crédibilité de la CEI. Et les membres de son parti n'ont pas cessé de le répéter depuis plus de 2 ou 3 ans. C'est la même chanson qui revient tout le temps. Alors, en relevant cela, il veut encore tirer la sonnette à l'alarme pour dire qu'on part à des élections avec une organisation, une institution qui n'est pas crédible. Vous savez, Laurent Gbagbo est crédible, il est réputé pour ces genres de sorties-là. À la veille de ces meetings, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il va encore dire. Des pics, voilà. La grande majorité de ceux qui prennent part à ces meetings sont beaucoup passionnés par ce qu'il va dire. Lors du précédent meeting au stade d'Angers, c'était un peu pareil. Il a attaqué le problème de l'immobilier, il a fait des rappels. Vous savez, il faut comprendre, Laurent Gbagbo a fait 15 ans hors de la Côte d'Ivoire, pratiquement 15 ans, disons. Il a fait près de 10 ans en prison et quand il revient, ça fait pratiquement 3 ans qu'il est là. Pas 15 ans, comme 11 ans. 11 ans, je disais pratiquement. Quand il revient, il commence d'abord par... Même pas 11 ans, depuis 2012, ça fait bien moins que ça. Voilà, il commence d'abord par ressasser un peu tout ce qui s'est passé, parce qu'il n'a pas eu le temps de véritablement s'exprimer après la crise post-électorale. Donc, un peu, il ressort ces éléments-là, mais de façon homéopathique. On n'en a pas encore fini avec les rappels de Laurent Gbagbo. Ceux qui se plaignent qu'il retourne toujours dans le passé, il est quand même historien. Donc, ce qui est fondamental dans ce que Laurent Gbagbo a fait, c'est qu'il a continué de remettre en cause la crédibilité de la CEI. Je pense que c'est cela. Jean-Richard Nguessan, Laurent Gbagbo qui tente d'embarquer dans le même navire que le reste de l'opposition pour tirer sur la CEI. Enfin, c'est pas étonnant. Il faut dire que quand même dans la journée du vendredi, il y a son parti qui, en premier lieu, avant même le PDC-RDA, avait retiré son mandat au sein de l'institution électorale. Moi, je dirais que j'ai été surpris des propos du président Gbagbo parce que jusqu'à preuve du contraire, la culpabilité du Premier ministre Mombé n'a pas véritablement été relevée. Mais les rapports étaient difficiles à l'époque, on s'en souvient, très tendus. Vous savez, à cette époque-là, Begré Mombé arrive à la tête de la commission électorale en 2005. Et en 2009, il y a plusieurs croisements de fichiers. Et vous savez, à l'époque, l'INS avait une forte implication dans le processus électoral. Et après les différents recoupements, il y avait un flottement de plus d'1 million d'électeurs qui, on ne savait plus ou moins pas la provenance de ces électeurs. Il avait été décidé à l'époque d'avoir un regard un peu plus poussé sur ces électeurs pour voir véritablement leur origine. Et il y a à l'époque ce qu'on appelait la liste grise. Et sur cette liste-là, il y avait plus de 400 000 personnes. Et il y avait une volonté
c'est vrai de mettre ces différentes personnes dans le processus électoral. Mais à l'époque, la culpabilité en tant que telle de M. Mambé n'a pas été prouvée à cette époque-là. Donc aujourd'hui, revenu plusieurs années après, accusé... rappeler, justement, pour mettre de l'eau à votre moulin, que Begré Mambé, à l'époque, était membre du PDC-RDA, mandaté par le président Henri Konan Bédié, donc de l'opposition, et il était partie prenante donc à la coalition du RHDP, qui était opposé politiquement à Laurent Gbagbo. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ma part, l'une des raisons qui a poussé le camp présidentiel à l'époque pour accuser le président Mambé, qu'on savait très proche du président Bédié, parce qu'on sait plus ou moins qu'il a fait toutes ses classes au PDC RDA. En 2004 déjà, il était officier de l'ordre du Bélier. Mais aujourd'hui, l'accusé, ça... C'est un peu... Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, il occupe des responsabilités. On ne va pas le jeter à la vindicte populaire. On sait que c'est une personne qui a occupé de hautes responsabilités. Il était pendant plusieurs années dans différents cabinets ministériels. On sait les fonctions qu'il a occupées en 2016, coopté par le président Alassane Ouattara pour organiser les Jeux de la francophonie, ce qu'il a d'ailleurs réussi assez brillamment. C'est quelqu'un avec un excellent parcours, fils de pasteur, lui-même prédicateur. Quel est votre commentaire sur sa réaction? Begré Mambé, au lieu de répondre directement à son accusateur, préfère tempérer et lui dit mais je prie pour lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Moi, je salue la sagesse de l'homme. Parce qu'on est dans une période où les positions sont crispées, où chacun essaie d'avoir raison. Et aujourd'hui, est-ce dans cette posture, je pense que c'est fait preuve de responsabilité. D'ailleurs, qu'il est aujourd'hui le Premier ministre, je vous l'ai dit, il est prédicateur. Très souvent dans ses propos, il ressort le vocable Dieu, il appelle à la sagesse. Donc moi, je salue plus ou moins cette façon de répondre au président Gbagbo. Et puis je pense que ce n'était pas utile de revenir sur cette étape. C'est vrai qu'aujourd'hui, Gbagbo, c'est qui a... Parlant de la commission électorale, ce qui m'a surtout touché, ce qui m'a surtout marqué, c'est le fait qu'il ait affirmé que son problème n'est pas QB, mais son problème, c'est le système, c'est la CEI. Et ça, je pense que c'est déjà rassurant. Parce que pendant bien longtemps, on a accusé le président Cubière d'être ceci, cela. Mais n'empêche que la CEI, c'est une volonté politique, déjà. Et c'est Gbagbo qui est à l'origine de cette CEI. Et aujourd'hui, beaucoup d'ont coulé sur les ponts, mais n'empêche que c'est une volonté politique. Au lieu d'accuser Cubière, les partis politiques gagneraient, comme Gbagbo l'a dit, d'être autour d'une table et échanger pour une sortie de crise. Très bien. Soro Djabiga, il y a un aspect qu'il faudrait certainement relever. Le vendredi 11 avril, donc date du 14e anniversaire de l'arrestation de Gbagbo, nous y reviendrons tout à l'heure. On a deux grosses formations politiques, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam, qui se retirent de la commission électorale indépendante. Est-ce que c'est une pression maximale qu'on tente d'exercer sur le pouvoir en place pour l'amener à reculer, à faire des concessions? Oui, c'est une décision très forte qui a beaucoup de manœuvres, qui a beaucoup de forces pour pouvoir induire le pouvoir à revenir sur la table des négociations. Parce que le retrait de ces deux grandes formations-là, de la CEI, va remettre en cause la légitimité de la CEI. Aujourd'hui, si le PDCI et le PPACI décident de se retirer de la CEI, il reste quelle formation politique au sein de cette institution? Mais vous vous rappelez, pour ne pas vous couper, que déjà en 2020, le représentant du PDCI était sorti de la CEI. Il ne savait pas empêcher la CEI à l'époque d'aller aux élections. Le jeune Toussaint s'est retrouvé avec la tête. Le jeune Toussaint s'est retrouvé avec la tête coupée qui a servi d'un ballon. Il y a eu près de 80 morts. On ne veut pas revivre cela. Déjà, un mort c'est déjà de trop. Jusqu'à 80 morts, c'est déjà de trop. Et je pense que pour pouvoir éviter cette situation-là, il faut écouter l'opposition. Donc, j'étais en train de dire que le retrait de ces formations-là de la CEI, c'est une décision qui est très forte et qui pourra avoir beaucoup d'incidences d'abord sur la crédibilité aussi du régime en place, parce qu'il y a plusieurs éléments que ces deux formations politiques pourraient mettre en exergue pour pouvoir les décrédibiliser. D'abord au niveau de la communauté internationale et au plan national déjà, on peut tirer la sonnette d'alarme pour dire nous sommes retirés parce que la démocratie n'est pas respectée au sein de l'organisation.
Deuxièmement encore, la CEI aujourd'hui se retrouve à dos. La CEI est vraiment critiquée, est vraiment dénigrée, mais vraiment de partout, avec ce que nous voyons sur la scène politique. Et ça aussi, ça contribue encore à remettre en cause la crédibilité de la CEI. Tout porte à décrédibiliser la CEI dans cette situation que nous vivons en ce moment. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui, et mon confrère l'a relevé, je salue ce qu'il a dit. Le problème aujourd'hui, c'est que l'opposition dénonce, c'est pas Cuibert, le problème n'est pas personnalisé, il est institutionnel. C'est la CEI qu'on vise, c'est pas Cuibert qui est visé. C'est vrai qu'il incarne aujourd'hui cette institution, mais ce n'est pas lui le problème. Donc je pense que leur retrait aujourd'hui est stratégique et elle a beaucoup de manœuvres pour pouvoir contraindre le pouvoir finalement à revenir sur la table des discussions. C'est ce que l'opposition a toujours demandé. Jean-Richard, est-ce que le problème de la CEI, c'est vrai vous allez développer, mais est-ce que le problème de l'opposition finalement, ce n'est pas la personne de Cuibert? Parce qu'ancien membre de l'opposition, d'aucuns retrouvent ou remontent ces traces jusque dans l'ex-rébellion des forces nouvelles. Est-ce que finalement l'opposition se dit, tant que ce personnage est à la tête de notre instance électorale qui doit organiser les élections, on ne peut pas lui accorder de la légitimité, on ne peut pas lui faire confiance? Vous savez, à l'époque déjà, on évoquait le cas Begré-Mambé dans les années 2005 jusqu'à 2009, jusqu'à son renvoi par le président Gbagbo entre griffes. Déjà, la personne même de Mambé posait problème parce qu'on le considérait très proche du président Bédié, on le considérait comme étant infidèle parmi les fidèles du président Bédié, et on estimait à l'époque, le camp présidentiel, que c'était quelqu'un qui n'était pas manipulable. Et il fallait trouver plus ou moins des mécanismes pour l'évincer. Et je pense que cette question des 400 000 noms sur la liste électorale avait été un prétexte à l'époque pour renvoyer le monsieur. On jugeait que Bakayoko, M. Bakayoko, qui lui a succédé à la tête de la commission électorale, oui, on estimait plus ou moins que c'était quelqu'un de beaucoup plus flexible, quelqu'un de beaucoup plus maniable. Donc je pense qu'à l'époque, le parti au pouvoir avait joué sur cette dynamique. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On retient pour diriger la fameuse CEI qui pose tant de problèmes à chaque échéance électorale des personnalités neutres qui n'ont pas de coloration politique, peut-être des religieux? Oui, ils sont nombreux à inviter nos partis politiques à revoir le fonctionnement de cette commission électorale. Pour revenir à votre question concernant Cuibert, je ne pense pas qu'il soit le problème. L'opposition a évoqué, pour ma part, je pense, des questions assez pertinentes parlant de la liste électorale. Lorsqu'on jette un regard sur l'article 7 du Code électoral, c'est vrai que cette liste comporte des défaillances. Moi, je suis plus ou moins chiffonné quand je vois que la CEI elle-même n'a pas pu s'auto-saisir pour nettoyer, pour rendre cette liste électorale potable. Quand on évoque dans cette liste des personnes, des centenaires, quand on évoque dans cette liste des mères avec une cinquantaine d'enfants, je crois qu'au préalable, avec le budget qui est octroyé chaque année pour le fonctionnement de cette commission, elle aurait pu elle-même en interne se saisir de ces différentes questions, essayer de les traiter pour ne pas que l'opposition puisse venir avec une liste où elle estime qu'il y a plus de 6 millions d'irrégularités. Je pense que c'est énorme. C'est vrai qu'au regard de la liste en état actuel, c'est vrai que l'opposition, je pense pour ma part qu'elle fustige constamment la CEI, mais la CEI aussi en interne, on aurait pu régler... J'aimerais ajouter un peu d'eau dans son moulin. Il a évoqué l'article 7 du Code électoral et moi je pense que la CEI elle-même est en train de violer l'article 7 du Code électoral parce que l'article 7 prend en compte plusieurs lignes pour pouvoir inscrire quelqu'un sur la liste électorale. Et aujourd'hui, c'est la même CEI qui est en train de dire encore qu'on n'a pas besoin de tous ces éléments, on n'a pas besoin de les considérer parce que ce sont des éléments qui n'ont pas d'incidence sur l'identification de quelqu'un, notamment la filiation. Aujourd'hui, quand l'opposition se plaint qu'il y a des éléments sur la liste électorale dont le nom des parents ou la date de naissance n'est pas précisé, on leur demande, quand ils font les recours, on leur demande de venir avec des pièces justificatives pour attester qu'effectivement il y a des problèmes sur la filiation d'un tel ou d'un tel. Mais si la filiation, si la personne même est fictive sur la liste électorale, comment on peut trouver des éléments pour pouvoir remettre en cause sa présence sur la liste électorale? Au-delà de tous ces clivages soraux, je posais tout à l'heure la question à Jean-Richard de la crédibilité de l'individu.
est-ce que le problème, au fond, de tout ce débat autour de la CEI, qu'on estime non habilité dans sa configuration actuelle, donc à conduire le processus électoral, est-ce que ce n'est pas la personne de Cuibert qui pose problème aux opposants? Moi, je viens de dire tout à l'heure que le problème est structurel. Vous savez, en 2010, le représentant de la CEI était issu du PDCI. Il n'y avait pas une confiance au niveau du pouvoir du parti, du pouvoir en place. Et ça a entraîné ce qu'on a vu. Aujourd'hui, en 2025, le représentant de la CEI est issu, il a été nommé par le pouvoir en place et l'opposition n'a pas confiance. Je pense qu'il faut une véritable réforme de l'institution. Une réforme, mais à 180%, il faut tout revoir. Qu'importe la réforme qui se fera, elle posera toujours problème. C'est pourquoi tout à l'heure je posais la question du profil à placer à la tête de l'institution. Est-ce qu'il faut faire appel à un religieux? Qui est-ce que vous voyez les religieux même sont contestés. Pas forcément le nom d'une personne, mais parmi les profils qu'on a. Les religieux sont contestés. Les religieux sont contestés aujourd'hui. Quand un guide religieux, qu'il soit chrétien ou musulman, sort pour critiquer le pouvoir en place, on dit qu'il est proche de l'opposition. Quand il critique l'opposition, on dit qu'il est proche du pouvoir en place. Il y a un problème. Il faut un dialogue inclusif, national, qui regroupera toutes les couches sociales. Et il faut que aussi tout le monde soit vraiment épris de paix, de patriotisme, pour pouvoir vraiment faciliter cela. Parce que par moment, il y a des accords, pour terminer assez rapidement, il y a des accords en interne entre les partis politiques, ils décident d'un certain nombre de choses et après ils estiment que non, ils n'étaient pas présents lorsque cette décision a été prise. Le président Cuibia a évoqué des réunions, des accords avec les partis politiques, mais force est de constater que quelques mois après, on a vu le PPACI qui estime qu'elle n'était pas à cette réunion, le PDCI non plus. Donc il y a une question de responsabilité, de confiance des partis. Dans tous les cas, la CEI a rejeté plusieurs recours aussi. Je suis témoin, j'ai les documents sous la main. Au niveau du Nord, la CEI a rejeté plusieurs recours qui ont été des résultats des études qui ont été faites par la délégation PPACI du Grand Nord. Donc la responsabilité est vraiment à 100%, elle est transversale. Alors, il y a un aspect justement dans ce chapitre que nous abordons, ça sera sûrement le dernier, concernant la logique dans laquelle s'inscrit la coalition pour l'alternance pacifique, dirigée par le PDC-RDI, qui est certainement, à l'heure actuelle, le principal levier de revendication de l'opposition ivoirienne. Alors, cette coalition-là, qui tout d'abord a salué le retrait du PPACI de la CEI, et qui, naturellement, a également salué le retrait du PDCI RDA. Pour la CAPSI, on a entendu l'ancienne première dame Simone Gbagbo lire le communiqué de soutien à la décision de ces deux formations politiques. Est-ce qu'on songe déjà à une dynamique unitaire de l'opposition pour se dire peut-être que les positions se rapprochant, on peut envisager une sorte de fusion, de coalition contre le pouvoir à l'aune du prochain scrutin présidentiel? Jean-Richard? Cela reste possible. C'est vrai qu'ils sont plus ou moins, on observe une dynamique au niveau de l'opposition, mais le PPACI reste tout de même dans sa droite ligne d'aller seul dans ce combat. Mais on attend véritablement de voir qui, la question qui se pose très souvent, c'est qui portera le leadership de cette opposition? Est-ce le PDC RDA qui, quoi qu'on dise, a le plus grand nombre de représentants, que ce soit à l'hémicycle, que ce soit au niveau des mairies, où on l'a vu, la force du PDCI, même si le parti a perdu des plumes lors des dernières élections, c'est un parti qui reste plus ou moins fort. On connaît les difficultés que le parti a connues en 2018, après sa séparation d'avec le RHDP, mais c'est un parti qui connaît un regain de vitalité, alors qu'au PPACI, le leader charismatique incontestable reste le président Laurent Gbagbo, qui a une volonté d'incarner le leadership au niveau de l'opposition. C'est pourquoi je reste plus ou moins sceptique quant à l'unité de cette opposition. C'est vrai qu'au niveau de certains points de vue, on sent une convergence de points de vue. Mais est-ce qu'au niveau du... Quand il s'agira de prendre le leadership de cette opposition-là, Gbagbo va accepter de s'aligner derrière Tcham ou Tcham va accepter de s'aligner derrière Gbagbo? C'est la grosse à Soro Djabiga, parce que, imaginons ce scénario, on n'y est pas encore, mais il n'est pas impossible. Laurent Gbagbo, qui de façon définitive n'est pas retenu pour candidater parmi ceux qui iront aux urnes le 31 octobre 2025. Tidjane Tcham, qui en dépit de ses déboires
parviennent tout de même à s'en sortir. Le PDCI peut-il espérer compter sur les voix ou sur un appel à voter de Laurent Gbagbo? Je ne pense pas, parce que le PPACI ne cesse de le répéter, la candidature de Laurent Gbagbo est non négociable. Et oui, mais dans le sur la question... Au soir du 31 octobre, Laurent Gbagbo n'est toujours pas éligible. Et ils ne voient pas, ils ne conçoivent même pas cette éventualité-là. Je vous promets que le PPACI ne conçoit pas cette éventualité, ils sont fermes là-dessus. Moi, j'ai envie de vous demander de quels moyens ils disposent réellement pour faire réfléchir le pouvoir. Sur la question du partenariat ou d'une alliance éventuelle, le PPACI est également formel sur la question, le fait que Laurent Gbagbo est ancien président et qu'il connaît mieux le territoire national. Et c'est une réalité, c'est factuel. Laurent Gbagbo connaît mieux la Côte d'Ivoire que Tidjane Thiam aujourd'hui qui a été absent pendant un certain nombre d'années. Mais il n'y a pas que ça qui contribue à renforcer le leadership aujourd'hui d'un candidat, à même de remporter l'élection. Il y a aussi son ancrage au niveau de l'international, au niveau des organisations internationales, des films financiers, tout ça. Et aujourd'hui, sur ce plan-là, Tidjane Thiam a le lead aujourd'hui. Donc il y a ces problèmes-là qui se posent. Mais je pense que le moment venu, ces deux formations politiques pourront s'asseoir et peser l'un dans l'autre, voir qui a le plus bon profil aujourd'hui pour pouvoir affronter le RHDP. Pour le moment, il est trop tôt de se prononcer sur la question. Mais ce qui est stratégique aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence sur le fait qu'on doit se mettre forcément ensemble dès maintenant. Parce que dans la stratégie aujourd'hui, les communications des deux partis politiques, c'est vrai, convergent, mais elles sont étendues, elles viennent de divers horizons. Et quand c'est comme ça multiplie un peu la pression. Ça fait des tirs groupés sur le pouvoir en place. Donc je pense que pour l'instant, la stratégie est bonne. Si chacun reste de son côté au niveau de sa chapelle politique pour accentuer la communication, pour accentuer les attaques sur le pouvoir, c'est bon. Mais le moment venu, elles pourront envisager maintenant, voir comment aller ensemble et voir comment désigner qui aura le lead. Vous avez 14 ans, vous voulez ajouter quelque chose? Vous savez, assez rapidement, oui, c'est vrai que Gbagbo incarne une longévité politique depuis 1982 avec le FPI. Il a été élu à des postes de responsabilité politique. Et on se rappelle que déjà en 1990, face au président Félix Houphouët-Boigny, il avait eu plus de 18% des voix lors des élections. Donc, pour ma part, il estime qu'aujourd'hui, il est celui qui doit incarner cette opposition. Alors que le PDC ne l'entend pas de cette façon. Le PDC estime aujourd'hui que le président Thiam, avec son charisme, son carnet d'adresse, comme il a dit, est celui qui peut mieux incarner l'alternance politique probable. Donc je pense que l'un mis dans l'autre, ce sera très difficile de trouver un leader opposition. Effectivement. Cela fait maintenant 14 ans, donc depuis le 11 avril dernier, que les Ivoiriens ont assisté pratiquement en direct à l'arrestation de Laurent Gbagbo, président du PPACI et candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025. Soro Djabiga, aujourd'hui, l'ancien président, tente de se remettre en selle. Après son retour donc, de la Haye, il remobilise ses partisans. On l'a vu encore à Dabou lors du meeting très réussi, il faut le dire, qui a mobilisé des milliers de personnes, peut-être même des dizaines de milliers. Vous y étiez. Quel jugement faites-vous de l'attitude de Laurent Gbagbo 14 ans après son arrestation? 14 ans après son arrestation, nous avons aujourd'hui un Laurent Gbagbo qui est fatigué, qui a les jambes plus ou moins atrophiées sous les pesanteurs de la prison, fait près de 10 ans. Oui, fait près de 10 ans dans une cellule, être assis et faire moins d'activité, ça a forcément une incidence. Même quand on est jeune, ça a forcément une incidence sur les conditions physiques. Donc aujourd'hui, on a un Laurent Gbagbo qui est un peu fatigué, mais qui a réussi à renforcer son leadership malgré ces années qu'il a passées en prison, qui a réussi à concentrer son ancrage politique au niveau de l'international. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Laurent Gbagbo a vaincu tout un système. Aller à la CPI et sortir vainqueur de là, c'est vrai qu'il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais il a vaincu tout un système. Aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo parle, il a de la voix, sa voix sonne dans l'international, sa voix sonne un peu partout, et c'est un sachant. C'est un sachant. Aujourd'hui, ce que Laurent Gbagbo sait de ce qui s'est passé dans ce système-là, beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc je pense qu'à l'international, aujourd'hui, Laurent Gbagbo a réussi à renforcer son leadership. Au plan national, aujourd'hui encore, il faut souvent suivre Laurent Gbagbo sur le terrain quand il fait ses meetings pour comprendre que, contrairement à ce qui s'est dit, l'homme est vraiment aimé, il est vraiment populaire. Pour la petite histoire, le PPACI voulait faire son meeting au niveau de Dabou, au niveau du stade municipal. Et ce site-là a été refusé. Finalement, ils ont été recasés dans un village vraiment lointain à l'intérieur de Dabou. Un village lointain dans une palmeraie. Et il fallait voir les militants, il fallait voir la ferveur, l'engagement et la volonté des militants du PPACI qui sont venus de divers horizons de la Côte d'Ivoire. Le meeting s'est tenu dans un champ de palmiers. La veille, toutes les délégations étaient déjà présentes.
et les différents lieux des plantations étaient occupés par chaque délégation. Vous pouvez voir, si vous étiez sur le terrain, des délégations venues de Bangolo, de Korogo. On n'y était pas. Voilà, de Korogo, un peu partout, qui ont manifesté, qui ont fêté toute la nuit. Et le lendemain, le site était rempli. Le marché qui a été aménagé circonstanciellement pour le meeting occupait près de 100 bâches. Le site du meeting était aménagé aussi, occupait près de 100 bâches. Et on a vu un monde fou. La ville de Dabou était embouteillée de partout. Il n'y avait plus de circulation. Très bien. Alors, Jean-Richard, vous venez donc d'entendre le récit que fait Soro Djabiga, qui était sur les lieux donc à Dabou le samedi 12 avril dernier, à l'occasion de la fête de la renaissance du PPACI, qui donc a coïncidé avec la commémoration du 14e anniversaire de son arrestation, qui pour ses partisans demeure une date symbolique. Mais Laurent Gbagbo, qui en dépit de cette popularité, qui est avérée, personne ne peut le contester, est aujourd'hui amputé de bon nombre de ses lieutenants. Mamadou Koulibaly n'est plus avec lui, Charles Bégoudé, Simone Gbagbo, son ex-épouse. Quelles sont les forces réelles dont il dispose aujourd'hui, au-delà de la masse populaire, pour espérer renverser le cours des événements en sa faveur? Moi, pour répondre à cette question, je vais aborder ma réponse sous deux angles. D'abord, dans la forme. Vous savez, dans la forme, moi, je salue aujourd'hui cette renaissance du PPACI. Et cette renaissance en griffe du président Laurent Gbagbo. Je le prends avec des pincettes, vous comprendrez pourquoi. Je salue cette renaissance parce que on a été, pour ma part, j'ai été très heureux de voir cette forte mobilisation, de voir qu'il n'y a pas eu d'accident ni d'incident et que tout s'est très bien passé et que le président Gbagbo a encore cette capacité de mobilisation. Et surtout, c'est un parti qui renaît plus ou moins de ses difficultés. Vous avez évoqué toutes ces personnes qui sont parties. Vous savez, on connaît tous l'histoire politique de Laurent Gbagbo, une histoire qui est rattachée à l'histoire également du FPI. Déjà en 1990, pour revenir à l'histoire, Laurent Gbagbo arrivait à obtenir, sous le régime Oufoué, 9 postes de députés. Et lui-même, il se faisait élire dans la circonscription de Ouragayo. À l'époque, c'était énorme. Et c'est quelqu'un qui, depuis lors, a su se réinventer politiquement. On se rappelle que quelques années après, en 1992, il a connu la prison. Il y a passé pratiquement 2 années avec son épouse. Et là, il a été en prison. Il est resté très longtemps hors de la Côte d'Ivoire. Il revient, il réussit à remobiliser ses troupes. Mais moi, la question, pour aborder la question dans le fond maintenant, est-ce que ce Laurent Gbagbo-là a la capacité aujourd'hui de diriger la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un homme qui saura rassembler la Côte d'Ivoire? Déjà, vous avez évoqué certains départs. Et depuis son retour au Bercail, à aucun moment on a vu cette volonté manifeste du président Laurent Gbagbo de se rapprocher de ces personnes avec qui il a lancé un appel. Mais est-ce que le mouvement, il y a ce qu'on dit, mais il y a aussi les actes qu'on pose? Est-ce que le président Laurent Gbagbo, dans sa volonté de reconquérir le pouvoir d'État, est parti voir ces différentes personnes qui hier ont été ses compagnons de lutte? Moi, Alors justement, là-dessus, c'est vrai que ce n'est pas exactement sous cet angle qu'on a interrogé M. Lansina Keramoko, qui est analyste politique, mais on lui a demandé est-ce qu'au regard de l'évolution des choses, de la popularité dont jouit Laurent Gbagbo actuellement de façon indéniable, il est en mesure de se créer les conditions pour faire face à Alassane Ouattara dans le cadre d'un duel électoral. Et voilà sa réponse. Oui, monsieur Adji, merci de me donner la parole. Pour la question que vous me posez, je ne passerai pas par 4 chemins. Si pas extraordinaire, je dis bien, si pas extraordinaire, monsieur Gbagbo devenait à être candidat. Parce que la justice aurait tranché à sa faveur, ou la justice aurait apprécié qu'il peut être candidat, parce que c'est une question judiciaire. Soyez rassurés, je vous le dis, M. Gbagbo
en l'état actuel des choses, ne peut pas inquiéter le président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara a fait de son mandat non seulement un mandat pour travailler pour la Côte d'Ivoire sur tous les plans structurels, notamment la santé, les routes, les ponts, mais aussi le président a travaillé sur le plan social. Les Ivoiriens sont en paix avec eux-mêmes. Les Ivoiriens vaquent calmement à leurs occupations. Ils font des affaires aussi bien ici en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Le pays est en paix. Et ce pays en paix attire les investisseurs de partout qui viennent s'installer ici de façon durable. Alors, Gbagbo, il est oublié, sauf évidemment par ceux qui sont dans son groupe, comme on le dit, que j'appelle plutôt son fan club. Sinon, tout Ivoirien, conscient que notre vision, notre objectif est de faire de notre pays un pays prospère, un pays qui va de l'avant, un pays qui est repositionné sur l'échiquier, n'est-ce pas, des grandes nations. Les résultats sont probants, les résultats sont factuels, les résultats sont vus, on peut le toucher du doigt. Alors, qu'est-ce qui reste à Gbagbo qui, à contrario, n'a pas pu retirer. Soro Djabiga, je sens que vous aviez envie de répondre pendant que les mois passaient. Votre réaction? Je ne dirais pas la même chose que le doyen Lassina Karamoko qui a dit aujourd'hui que Laurent Gbagbo ne ferait pas le poids devant Alassane Ouattara. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est que le PPAC demande qu'on respecte les droits civiques et politiques de Laurent Gbagbo en inscrivant son nom sur la liste électorale. Après, s'il a été battu par le président Alassane Ouattara, c'est le jeu politique, c'est la démocratie qui a été respectée, n'est-ce pas? De façon objective, vous, en tant qu'analyste politique, est-ce que vous pensez qu'il peut encore faire le poids face à ce challenger? Je vous rappelle qu'en 2010, le résultat que Laurent Gbagbo a toujours contesté et qui a été promu par la communauté internationale, qui a été validé à l'international un peu partout, c'était 51% pour le candidat Alassane Ouattara et plus de 48% pour Laurent Gbagbo. Sauf qu'entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, c'est-à-dire qu'il y a eu des réalisations. Le RHDP revendique un bilan, notamment en termes d'infrastructures. En 2010, Laurent Gbagbo était à 48% et il a toujours contesté ce résultat-là. Et les 51% que le RHDP avait en 2010, c'était dans le cadre de la coalition avec le PDCI. Aujourd'hui, le PDCI s'est retiré. Peut-être qu'on dira que Guillaume Soro n'est pas majoritaire, il n'est pas populaire, mais il est aussi parti avec son groupe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste au RHDP? Je n'ai pas dit que c'est une épave vide qui reste au RHDP, mais il s'est quand même dénaturé, il a quand même perdu de son poids d'antan. Donc, on dit qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne fera pas le poids face au RHDP. C'est vrai que le pouvoir en place a fait beaucoup de réalisations au niveau des infrastructures, c'est vrai, mais on ne peut pas gouverner aussi sans faire des frasques, sans faire des erreurs. Et des erreurs, le RHDP en a commis beaucoup. Il y a eu des bavures. Il y a eu des violations de droits, donc les Ivoiriens ont noté tout ça aussi. Donc aujourd'hui, je disais que la question n'est pas à ce niveau pour l'instant. Très bien. Voilà, l'opposition demande aujourd'hui, et je viens, il a parlé de paix. C'est vrai, au plan institutionnel, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble être en paix. Nous le voyons, n'est-ce pas? Mais cette paix-là, elle est plus imposée que négociée, il faut le dire. Il faut le dire, cette stabilité-là, elle est verticale, elle vient de là-haut. Elle a été dictée par les gouverneurs et cette gouvernance-là est entourée par le pouvoir RHDP. Il n'y a que le pouvoir RHDP qui gère le pays aujourd'hui. Et ça aussi, il faut dénoter cela. Jean-Richard Nguesson. Mais pour rebondir sur ce qu'il dit, cela montre aussi la force et la responsabilité du pouvoir RHDP, quoi qu'on dise. On peut reprocher à ce pouvoir-là énormément de choses, mais elle a su assurer la sécurité aux Ivoiriens. Et en cela, on salue le président Alassane Ouattara. Il a dit que le RHDP aurait commis énormément de fautes et qu'elle se serait vidée par moment, ce parti, de sa quintessence. Moi, je ne crois pas. C'est bien au contraire un parti qui s'est renforcé depuis 2018. Lorsque le RHDP, le PDCI a décidé de partir du RHDP, bon nombre de cadres du PDCI ont décidé de rester dans le RHDP, dont le Premier ministre dont on évoquait le nom à l'instant.
il y a d'autres cadres qui sont restés. Aujourd'hui, c'est un parti qui connaît une force. On a vu les dernières élections. On ne va pas se cacher ou bien se voiler la face. Quoi qu'on dise, on a affaire à un parti assez fort. C'est vrai qu'au niveau de l'IDH, de l'espérance de vie, au niveau du bien-être des Ivoiriens, il y a quelques défaillances. Mais n'empêche que le bilan du président Ouattara aussi parle pour lui. Et c'est en cela que moi je serais très surpris aujourd'hui avec un Laurent Gbagbo qui a quitté la scène politique, pour revenir à votre question, depuis bon nombre d'années, qui a refusé que le FPI à l'époque participe aux jeux politiques. Ça va me surprendre véritablement que ce parti-là puisse battre le RHDP. Dernière ligne droite de notre émission, on parle actuellement, à présent, pardon, des leçons que les Ivoiriens ont pu tirer des événements d'avril 2011. Ce sont des événements qui nous ont tous marqués, autant que nous sommes au-delà de nos différentes chapelles politiques. Et Soro Djabiga, quel état des lieux faites-vous 14 ans après, alors que nous abordons une période très sensible, nous sommes quasiment à la veille de la période électorale, nous sommes à peine à 6 mois, peut-être légèrement moins. Quel est l'état des lieux que vous faites en observant le climat sociopolitique ivoirien? 14 ans après la crise post-électorale de 2011, triste est de constater que les fractures sociales persistent. Les fractures sociales, ethniques et politiques persistent. Le manque de confiance en nos différentes institutions continue de persister. Donc je pense qu'on n'a pas évolué. Et c'est parce que c'est ce même problème qui nous a conduit à la crise post-électorale. Donc c'est vrai, il y a eu des réalisations, comme je l'ai cité tout à l'heure, au niveau des infrastructures, tout et tout. Mais si la Côte d'Ivoire n'est pas véritablement fondée sur une base qui est solide, à chaque échéance électorale, on va toujours plonger encore dans la crise et c'est déplorable. Donc je dis et je répète, aujourd'hui les fractures sociales, politiques et ethniques continuent de peser et les Ivoiriens, bon nombre d'Ivoiriens en tout cas, n'ont pas confiance aux institutions qui incarnent la République. Donc c'est le bilan, c'est l'état des lieux que moi je fais. Très sombre. Moi, oui, véritablement, moi, pour ma part, la classe politique et bon nombre d'Ivoiriens n'ont pas tiré les leçons de cette période assez trouble et sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. 3000 morts à l'issue d'une élection, c'est énorme. Et à quelques mois des élections, on sent qu'il y a une sorte de tension dans le pays, une méfiance. On observe des propos xénophobes, on observe des insultes, des menaces sur les réseaux sociaux. Bon nombre d'Ivoiriens ont peur et force est de constater malheureusement que dans bon nombre de familles également, il y a des résolutions qui sont prises quant à cette volonté-là de partir loin de la Côte d'Ivoire et de revenir après les élections. Je pense que c'est dommage. Avec ce qu'on a vécu, je pense que la classe politique aurait dû faire preuve de plus de responsabilité, je pense. Aujourd'hui, à quelques mois des élections, évoquer la question de la commission électorale, de la liste électorale, les mésententes, pas de dialogue politique, chaque parti est braqué. Je pense que c'est véritablement dommage et pour aborder dans le même sens que Soro, on n'a véritablement pas tiré les leçons de cette époque assez trouble de notre histoire. La question que tout le monde se pose en même temps, c'est qu'est-ce que faire pour éviter de sombrer à nouveau dans un tel chaos? Jacques Assis est spécialiste en droit de l'homme, il est juriste et il nous donne son avis sur le sujet. On va l'écouter. Concernant le premier point relatif à l'organe électoral, en l'espèce la CEI en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, en l'espèce, elle doit être crédible et transparente sur le déroulement du processus électoral, c'est-à-dire avoir une liste électorale qui soit fiable, consensuelle. Voilà. Les résultats des bureaux de vote doivent être les mêmes qui seront publiés par la CEI. Il ne doit pas avoir de différence, pas par le passé, dans certains bureaux de vote. Il y a certains qui ont été surpris de voir des résultats totalement en déphasage avec ceux qui avaient été publiés dans les bureaux de vote. Le second point qui a trait aux partis politiques, un cadre de concertation entre les partis politiques doit être créé, un cadre permanent pour anticiper des mésententes,
des incompréhensions. Aussi, toujours dans le cadre politique, les prisonniers politiques, s'il y a lieu, s'il y en a, qui ont été incarcérés lors des précédentes crises, je crois qu'il serait mieux de prendre des mesures d'apaisement telles qu'une loi d'amnistie, une grâce présidentielle pour que ces derniers-là puissent recouvrer la liberté. Ensuite, l'organe juridictionnel. L'organe juridictionnel, en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de recevoir les candidatures des personnes, en particulier pour les élections présidentielles. Le Conseil constitutionnel qui est chargé de recevoir les candidatures, de les valider, de publier la liste des candidats retenus, aussi de recevoir les recours contre à la proclamation des résultats. Donc le Conseil constitutionnel doit agir avec responsabilité dans les décisions qu'elle va rendre. Éviter donc de décider à la manipulation, faire de telle sorte que toutes ces décisions puissent inspirer confiance. Venons-en maintenant au quatrième point qui est relatif à la presse. Concernant ce quatrième point relatif à la presse, il faut éviter des discours de haine, des menaces et des violences. Il faut produire des contenus audiovisuels montrant des pays où les élections se sont déroulées dans la transparence et dans la paix. Ensuite, quand il y a des élections dans un pays, ce n'est pas la fin de toute chose, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un temps où le peuple se retrouve pour renouveler ses organes, pour renouveler ses dirigeants. Donc ça ne doit pas nous entraîner dans la barbarie humaine, dans des tueries, dans des menaces. Cela ne doit pas mettre à mal la cohésion sociale. Soro, je sais que vous avez beaucoup à dire suite à ces remarques que je qualifierais de pertinentes, parce que plus ou moins elles rencontrent l'adhésion de bon nombre d'Ivoiriens, quelle que soit leur frange politique. Qu'est-ce que vous pouvez donc donner, apporter comme commentaire suite à ces recommandations faites par Jacques Cassi? Il a fait des recommandations très pertinentes. Il a d'abord parlé de la communication, ce que moi je vais mettre sous l'angle du discours politique. Aujourd'hui, vous savez, l'un des corollaires de la démocratie, c'est aussi le sens des responsabilités. Le tout n'est pas de rester dans sa chapelle politique pour critiquer l'autre parce qu'on n'est pas d'accord avec lui ou parce qu'on ne veut pas le voir. Ce qu'on doit prioriser, ce qui doit être le nerf de nos actions, c'est d'abord la paix sociale, la cohésion sociale. Donc je pense que toutes les chapelles politiques aujourd'hui doivent tenir un discours de paix, un discours de rassemblement, pour éviter de sombrer encore dans ces moments que l'on crée, dans chaque échéance électorale. Il a parlé aussi de CEI, de consensus, tout ça. Ça ramène encore au niveau du dialogue politique. Parce que je suis convaincu que sur toutes les chapelles politiques, toutes les formations aujourd'hui antagonistes se réunissent pour discuter, ça va aboutir forcément à la réforme de la CEI, tant attendue à l'audit du fichier électoral. Il a parlé aussi de l'appareil judiciaire. Parce que nous entendons certaines personnes parler de respecter la loi c'est la loi, pourquoi contourner la loi? Si on veut rester focalisé sur ce qui s'est dit en ce moment, on va encore replonger dans ce qui nous a ramené en 2009. En 2009, il faut le dire, la loi n'a pas été respectée telle qu'elle était. Le président Alassane Ouattara a été fait candidat sur la base d'un consensus. C'est ce qu'on appelait le candidat exceptionnel. C'est-à-dire qu'on peut contourner la loi au nom de la paix, au nom de la préservation de la paix. Donc je pense qu'il a fait une analyse très pertinente qui invite les différents partis politiques à tenir un bon discours, à avoir le bon ton, comme ça a été prôné par le président Guillaume Robert en son temps. Le bon ton. De deux, le dialogue politique. Et de trois, faire aussi des concessions de part et d'autre pour pouvoir préserver la paix. Vous savez, pour aborder rapidement dans le même sens que Soro, je dirais que la difficulté avec la Côte d'Ivoire, c'est que nos hommes politiques, nos leaders politiques, depuis une trentaine d'années, déchaînent fort malheureusement des passions. Que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit le président Bédié à l'époque, ces différentes personnalités ont cristallisé pendant plus de 20-30 ans la scène politique. Et fort malheureusement, à chaque élection, les sympathisants de ces différentes personnalités sont comme, j'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais on observe cette volonté d'en découdre avec l'autre. Et c'est dommage, on doit véritablement enseigner aux populations que la politique n'est qu'un jeu. Sous d'autres cieux, c'est un jeu assez noble. Aux États-Unis, lorsqu'il y a une élection, certaines personnes décident de ne pas voter, certaines personnes sont
ne sont même pas informés des élections et ce n'est pas pour autant que la société n'évolue pas. Mais ici, lorsqu'il y a des élections, c'était comme si le monde s'arrêtait, l'histoire s'arrêtait, on ne pouvait rien faire. Et figurez-vous même que certaines personnes qui ont cette volonté de réaliser ou d'apporter un développement quelconque en Côte d'Ivoire observent depuis quelque temps ce pays avec un regard interrogateur. Qu'est-ce qu'il adviendra d'octobre 2025? On se pose beaucoup de questions. Nous-mêmes qui sommes en Côte d'Ivoire, nous nous posons des questions. C'est vrai que le président Alassane, dans son discours, ne cesse de rassurer. C'est vrai que le RHDP ne cesse de rassurer. Mais lorsqu'on attend le discours du côté du PDCI, pour parler du président Laurent Gbagbo, il dit qu'il lancera un mot d'ordre dans 2 semaines. Qu'est-ce qui sera dans ce mot d'ordre? Est-ce qu'il va appeler ses militants à la désobéissance? Est-ce qu'il va appeler ses militants à des marches? On attend véritablement de voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'il faut enseigner véritablement les populations sur la notion de démocratie et du géopolitique. On va conclure avec ce sujet. Cet après-midi, on a été secoué, peut-être surpris. C'est vrai que l'incident intervenait quelques jours après la tentative d'évasion à Bouaké pour des motifs similaires. Mais de ces émeutes qui ont éclaté au sein du pôle pénitentiaire d'Abidjan, le PPA, de ex-Maka, des détenus qui se sont révoltés. Beaucoup de rumeurs, d'informations ont circulé sur le sujet. On a même parlé sur les réseaux sociaux de ce que 2 personnes auraient été tuées parmi les prisonniers. Finalement, le ministère sort un communiqué ce soir qui tente à démentir toutes ces informations et qui resitue le cadre, le contexte dans lequel ces violences sont éclatées et comment est-ce qu'elles sont survenues. Soro Djabiga, à l'appui de ce communiqué-là, situez-nous sur les circonstances de ces troubles. Vous savez, avec la diffusion de la vidéo qui a été aperçue ce soir sur les réseaux sociaux, les commentaires et les analyses allaient bon train. Chacun de son côté analysait selon son angle, selon sa volonté. On a entendu des coups de feu, on a entendu pas mal de choses. D'aucuns disaient que c'est parce qu'on empêchait les prisonniers d'avoir accès à la cour pour pouvoir se relaxer. D'autres aussi disaient que c'est parce qu'il y avait beaucoup de cas de militants du PPAC en prison et que ça se passait. Je pense que ce communiqué-là vient mettre fin à tous les débats et la chose est claire, c'est ce qu'on disait ce soir. Le gouvernement, sinon l'administration pénitentiaire, a engagé une lutte depuis un moment contre l'introduction de la drogue en milieu pénitentiaire. Parce que nous avons remarqué depuis un moment qu'il y a des troubles et il y a des irrégularités au niveau du milieu pénitentiaire, notamment à Bouaké et au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Et c'est dans ce cadre-là que cette lutte a été menée. Et vu que plusieurs pensionnaires de la maison d'arrêt de correction, nouvellement appelée PPA, n'étaient pas d'accord avec cette nouvelle mesure parce que ces personnes n'arrivaient plus à avoir accès à leurs stupéfiants ou à leurs produits pour pouvoir se revitaliser, ces personnes ont engagé des émeutes au sein de la prison et ça a créé beaucoup de... Ça a engendré près de 2 morts. Il y a eu beaucoup de... Il faut également préciser que selon le communiqué du gouvernement, il n'y a eu aucun mort. Ok, selon le communiqué... Voilà, le communiqué de la direction de l'administration pénitentiaire estime qu'il n'y a eu aucun mort. Il y a quand même eu 12 blessés, qui sont à déplorer, mais aucune perte en vie humaine recensée. Dans la vidéo qui a été vue, nous avons vu des tirs, des sommations, il y a eu des échauffourées entre le personnel de l'administration et les pensionnaires. Je pense que c'est déplorable et je salue cette action de l'administration pénitentiaire parce que je pense que bon nombre de ces personnes ont été introduites dans ce milieu-là pour pouvoir corriger ce défaut, ce comportement qu'ils ont. Mais si la drogue encore les trouve dans ce milieu-là, je pense qu'elles vont ressortir encore avec les mêmes aptitudes pour pouvoir encore s'aimer le trouble dans le milieu social et on ne va pas s'en sortir, surtout dans cette période sensible. Est-ce qu'il y a ici une tentative ou des soupçons de manipulation? Très rapidement, on me signale que le temps qui nous est imparti touche à son terme. Vous savez, au-delà de cette problématique liée à la drogue dans nos prisons, il faut qu'on se pose aussi les bonnes questions. Aujourd'hui, il y a un problème véritablement au niveau de la gestion de nos prisons. Comment comprendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est considérée comme le pays avec le taux le plus élevé, le taux d'occupation parmi les plus élevés au monde en ce qui concerne les prisons? Je pense que ça...
on devrait repenser nos prisons. Mais au-delà, est-ce qu'il y a manipulation? Oui, forcément qu'il y a manipulation. Il y a, dans le cadre d'une opération anti-drogue, à l'intérieur du milieu carcéral ivoirien, on a ces personnes-là, ces détenus qui se révoltent. On a vu Boaké, aujourd'hui c'est Abidjan, peut-être demain une autre prison. Et on a entendu des propos dans les vidéos qui ont circulé de détenus qui appelaient même à des personnalités politiques. Est-ce qu'il faut forcément dire le nom? On veut Gbagbo. On veut Gbagbo, alors que ce n'est qu'une opération, mais qui est tout à fait légale, peut-être même salutaire. Moi, je pense qu'il y a au-delà de la manipulation aussi, mais ça pose aussi la question du bien-être des prisonniers, de la gestion des prisonniers. Quand vous savez que des personnes dorment à même le sol, dans des cellules surpeuplées, où il y a les normes en matière d'hygiène posent problème, où l'accès aux activités, aux formations pose problème, où je pense où se nourrit même pose problème. Après, on peut profiter d'une opération anti-drogue pour scander un nom, comme quoi, pour exprimer, quoi qu'on dise, peut-être son mécontentement, mais je pense que l'État gagnerait aussi à jeter un regard assez profond sur la gestion quotidienne de nos différentes prisons. Merci Jean-Richard Nguesson, merci également Soro Djabiga d'être encore là pour décrypter l'actualité avec nous dans le cadre de l'Intelligent Club. Merci aussi à la régie qui s'est disposée pour nous offrir cette belle émission. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. On va se dire au revoir et on se retrouve demain pour encore éplucher l'actualité sous toutes ses formes. Au revoir.